Au niveau le plus élémentaire, on doit retenir que le marketing opérationnel, il se base sur 4 P, produit, prix, distribution et communication. Nous allons commencer par le produit. Pour ce faire, je vous invite à voir ce plan du cours. Comme vous pouvez le constater, nous allons commencer par une introduction, définir la notion de produit, connaître ses composantes, se poser la question sur la possibilité de faire une classification des produits. Ensuite, nous allons mettre l'accent sur les éléments d'identification du produit, le cycle de vie du produit et bien sûr les stratégies produits. Commençons par la notion du produit. Comme je l'ai défini au niveau du premier chapitre relatif à la démarche marketing, le marketing opérationnel est un ensemble de piliers d'action sur lesquels l'entreprise peut agir pour mettre en place sa stratégie de positionnement sur le marché. Eh bien, le produit constitue le cœur de l'offre en ce qui concerne le marketing opérationnel. Ce produit-là peut être défini comme toute entité susceptible de satisfaire un besoin ou un désir. Selon Kotler, le produit est un bien ou un service offert sur le marché de façon à y être remarqué, acquis ou consommé en vue de satisfaire un besoin. Cette définition, elle est composée de 2 parties. La première partie implique le fait qu'il peut s'agir de biens matériels, comme il peut s'agir de services incorporels, ou bien il peut être la combinaison des deux. En ce qui concerne les composants du produit, au niveau marketing, on fait la distinction de 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le produit intrinsèque, le produit standard, le produit global. Qu'est-ce que ça veut dire le produit intrinsèque? Le produit intrinsèque est le noyau. Il correspond à l'avantage que le consommateur recherche. Tandis que le produit standard, il est défini comme l'offre mise sur le marché. Le produit global, parfois appelé métaproduit, il représente la totalité de ce que le fabricant ou bien ce que l'entreprise offre autour du produit générique. En ce qui concerne la classification des produits, eh bien, vous pouvez trouver plusieurs façons de faire cette classification. Il n'y a pas de liste exhaustive. On peut soit faire cette classification sur la base de la tangibilité du produit, sur la base de sa nature, ou bien sur la base de sa destination. Commençons par la classification basée sur la tangibilité. Et là, on fait la distinction entre le bien et le service. Quelle est la différence entre un bien et un service? Eh bien, un produit matériel, c'est un bien réel, tangible, élaboré et mis en valeur par une entreprise, alors que le service est toute valeur commercialisable non constituée par un objet matériel. Le service est un produit particulier qui est immatériel, non stockable et personnel. Eh bien, un certain nombre d'auteurs, ils ont fait la distinction entre un produit matériel et un produit service sur la base de 4 critères. Le premier critère est le critère de tangibilité. Eh bien, le service, il est intangible. On ne peut pas le toucher. Tandis qu'un produit matériel, on peut le toucher. Deuxième critère est la variabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service, il est variable. Il change d'une personne à une autre. Je veux choisir ou bien souscrire à une assurance. Eh bien, vous aurez des personnes qui vont souscrire à une assurance tout risque, d'autres assurances contre l'incendie, etc. Donc, ce service-là, il change d'une personne à une autre, d'un client à
à un autre. Troisième critère est le critère d'indivisibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ce critère? Ça veut dire que le service, je ne peux pas le consommer en le fractionnant. Je ne peux pas prendre le 1/3 de l'assurance, revenir prendre le 1/4. Je prends une assurance. Enfin, vous avez le critère de non-stockabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service, il est périssable. On ne peut pas le stocker. Prenons le cas des hôtels. Les hôtels, qu'est-ce qu'ils commercialisent? Ils commercialisent un service appelé nuitée. Eh bien, au niveau de la haute saison, ces hôtels, ils sont au complet. Là, ils n'ont pas de problème. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de la basse saison, vous avez des chambres vides. Est-ce que l'hôtel va pouvoir stocker les nuitées? Impossible. Il s'agit d'un service. Donc là, retenez s'il vous plaît les 4 critères qui permettent de distinguer un produit matériel et un service. Premier critère, la tangibilité. Deuxième critère, la variabilité. Troisième critère, l'indivisibilité. Et le dernier critère, la non-stockabilité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque au niveau du marketing? On remarque qu'il n'y a plus ces distinctions nettes et claires entre le produit et le service. Parce que, d'une part, vous avez de plus en plus de services associés à la vente et à la consommation de produits. Et d'autre part, vous avez de nombreux services qui ne peuvent plus être fournis sans un support matériel. Et là, vous avez un certain nombre d'exemples. Je vais vous donner l'exemple du téléphone mobile. Eh bien, les opérateurs télécoms, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent un service, mais en parallèle, ils vous donnent un smartphone. Donc, vous avez un service à forte composante matérielle, à savoir le terminal. Après avoir mis l'accent sur la classification basée sur la notion de tangibilité, on peut également faire la classification des produits en se basant sur sa nature. Et là, vous avez la possibilité de faire la distinction entre 3 types de produits. Vous avez les produits durables, les produits périssables et les services. Les produits durables, ils ne sont pas destructibles après l'achat. Il existe un marché d'occasion pour ces produits durables et les achats sont rares. Je peux vous donner l'exemple des voitures. Une voiture est un produit durable. Tandis que les produits périssables, on peut les consommer instantanément. Il s'agit des produits de grande consommation. Vous avez le lait, l'huile, le shampoing, etc. Et enfin, vous avez les services. En ce qui concerne la dernière classification des produits, elle est basée sur la notion de destination, c'est-à-dire le client. Et là, vous avez 2 grandes catégories de produits. Vous avez les produits industriels, et là, on fait appel au marketing B2B, ou bien les produits de consommation finale, B2C. Vous avez business to consumer. Vous avez la nécessité de mettre l'accent sur la notion d'attribut. Eh bien, on doit retenir que le produit met en avant l'objectif de la politique produit, à savoir la satisfaction du besoin du client. Mais ce qui est important pour ce client, ce n'est pas la fonctionnalité uniquement du produit, mais la notion de bénéfice. Et là, vous avez 2 grandes approches. Vous avez l'approche technique et descriptive, basée sur l'ensemble des caractéristiques distinguant le produit. Qu'est-ce qu'il fait? Ses fonctionnalités. Et vous avez l'approche marketing, basée sur la notion de bénéfice recherché. À quoi sert ce produit? Les 2 approches sont complémentaires pour pouvoir
comprendre le produit du point de vue marketing? Eh bien, un produit, il est d'abord un ensemble de fonctions. Vous avez les caractéristiques techniques, la qualité, les normes, les options, le design. Mais en plus de ces attributs fonctionnels, nous avons des attributs associés. Vous avez la notion de marque, de packaging, de service. Et enfin, vous avez les attributs symboliques. Symbolique, vous avez le contenu symbolique du produit et de la marque. Et là, remarquez, au niveau du marketing, on ne s'arrête pas au niveau des attributs fonctionnels, les caractéristiques techniques. Mais au-delà de ces caractéristiques, vous avez les attributs associés et les attributs symboliques. Nous allons prendre l'exemple d'une montre Rolex. Une montre Rolex, c'est une montre. Qu'est-ce qu'on cherche à travers une montre? C'est de connaître l'heure. Mais le fait d'avoir une montre qui porte la marque Rolex, il donne à cette montre plus de valeur. Le fait de porter une marque Rolex, ça veut dire que vous faites partie d'une classe socio-professionnelle. Et là, vous avez les attributs symboliques. Remarquez, au niveau marketing, le produit n'est pas un ensemble de fonctionnalités. Au-delà des fonctionnalités primaires, vous avez les attributs associés et les attributs symboliques. Un produit est avant tout un potentiel de satisfaction, un ensemble d'utilités rempli grâce aux composantes du produit ou bien de ses caractéristiques. Là, je vous donne l'exemple d'une bouteille d'eau Vittel. Vous avez la partie fonctionnelle, c'est de l'eau. Vous avez la partie technique, est-ce que la bouteille elle est facile à utiliser ou pas. Vous avez la partie commerciale, c'est la marque Vittel. Et vous avez les attributs symboliques psychologiques. Il s'agit, étant donné qu'il s'agit de la marque Vittel, il s'agit d'une source sûre, il y a cette notion de pureté, etc. Après avoir vu ensemble les attributs du produit dans une approche marketing, on va passer aux éléments d'identification d'un produit. Il y a plusieurs éléments permettant d'identifier un produit. Au niveau de notre cours, nous allons retenir 4. Premier élément, la qualité. Deuxième, le design. Troisième, l'emballage et le conditionnement. Et enfin, la marque. Nous allons commencer par la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire une qualité? Si on vous pose la question sur la notion de qualité, vous aurez plusieurs définitions. On peut par exemple définir cette qualité comme l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. La qualité constitue pour une entreprise le meilleur moyen pour lutter contre la concurrence parce qu'on peut facilement faire la comparaison entre le produit d'une entreprise, le produit de ses concurrents et le classer premier. Cette qualité constitue également une variable essentielle parce que aujourd'hui, avec une société de grande consommation, le client a devant lui une multitude de choix pour satisfaire son besoin. Il va être attiré par les produits qui représentent la meilleure qualité. On doit également mettre l'accent sur le fait que la qualité, c'est une notion subjective. Il change d'une personne à une autre, d'un client à un autre, selon ses attentes. Cependant, il ne faut pas seulement dire qu'un produit est de très bonne qualité, il faut, pour une entreprise, le prouver. C'est pour cette raison que vous avez plusieurs normes de qualité et de labels de qualité. Vous avez des organismes extérieurs qui peuvent certifier qu'il s'agit d'un produit de qualité. Vous avez les normes internationales, par exemple ISO.
vous avez ces normes sur le produit, vous êtes sûr que ce produit il répond à un standard de qualité. Ensuite, le deuxième critère permettant d'identifier un produit, c'est le design. Qu'est-ce que ça veut dire un design? Il s'agit d'un mode de création de produits permettant aux consommateurs d'identifier la personnalité esthétique et fonctionnelle d'un produit et surtout de le différencier par rapport aux autres. Et là, je vais revenir à la notion, c'est l'univers de référence et l'univers de différence en positionnement. Ça veut dire, je sais très bien à travers ce design qu'il s'agit d'un produit X, univers de référence, univers de consommation. Mais grâce également à ce design, je peux le différencier par rapport à tous les produits concurrents. Au niveau du design, on peut jouer sur plusieurs ingrédients, par exemple la forme, la couleur, l'ergonomie. L'objectif est le même, c'est de faire distinguer le produit par rapport aux concurrents. Quels sont les rôles du design? Le design, c'est un outil de mise en forme d'un produit, de son emballage. C'est un outil surtout de positionnement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un outil de communication visuelle. Vous avez des couleurs, vous êtes attiré par la couleur. Vous avez la couleur noire et rouge. C'est systématiquement Coca-Cola s'il s'agit d'une boisson gazeuse. C'est un outil de lutte contre la concurrence. Vous avez des voitures avec un design bien déterminé. Vous savez très bien qu'il s'agit d'une marque. Vous avez par exemple le design des voitures Porsche. Vous savez très bien, sans regarder la marque, à travers uniquement le design, vous êtes sûr qu'il s'agit d'une voiture Porsche. Troisième élément permettant l'identification d'un produit est l'emballage. L'emballage, vous avez 3 niveaux d'emballage. Il y a ce qu'on appelle l'emballage primaire, c'est l'enveloppe matérielle au contact direct avec le produit. On peut l'appeler également conditionnement. Vous avez l'emballage secondaire, c'est l'emballage qui vient après le conditionnement. Vous avez l'emballage tertiaire, vous avez tout emballage permettant de regrouper le produit en unités de livraison. Le packaging, si vous êtes devant la notion du packaging, c'est le conditionnement plus l'emballage. Eh bien, ce packaging, il a un certain nombre de fonctions. Il s'agit de fonctions techniques, mais également de fonctions marketing. Les fonctions techniques sont de l'ordre de 3. Tout d'abord, contenir le produit. Vous avez du lait. On a besoin, parce qu'il s'agit d'un produit liquide, nous avons besoin d'un packaging permettant de contenir ce produit. Deuxième fonction, c'est la protection. Le lait, il doit être protégé pour le mettre au frais. Donc, nous avons besoin du packaging pour contenir le produit et pour pouvoir le protéger. Et enfin, le packaging, il permet de faciliter le transport et le stockage du produit. Tandis que les fonctions marketing, ils sont autour de 4 fonctions. Vous avez la possibilité d'identifier la nature du produit. Vous avez la possibilité d'identifier la marque. Vous avez la possibilité de communiquer le positionnement. Et le packaging, il peut être une source d'innovation pour l'entreprise. Ensuite, vous avez un autre élément permettant d'identifier le produit, à savoir la marque. La marque est un élément différenciateur.
C'est un signe distinctif qui permet d'identifier le produit. Eh bien, la marque, il permet de construire un monde autour du produit. Il permet d'ajouter de la valeur au produit. Peut-être un signe verbal, comme il peut être un signe figuratif. Vous avez Lacoste, vous avez, s'il s'agit d'un signe verbal, vous avez les marques Chanel, Omo, Bic, etc. Eh bien, la marque, elle a une place particulière en marketing parce qu'il permet d'ajouter au produit une valeur imaginaire. Il donne plus de valeur au produit. Prenez l'exemple des produits de luxe. Les produits de luxe, ils ont besoin de mettre en avant la notion de la marque. La marque, elle est essentielle. Il valorise fortement le produit, mais il faut retenir une chose. Une grande marque, elle a besoin de grands produits. Vous savez, les marques comme Audi, comme Chanel, ils ont un positionnement particulier. Ils permettent d'ajouter une valeur au produit. Eh bien, pour maîtriser cette notion de marque, il faut également la distinguer par rapport à des concepts voisins. Vous avez des concepts voisins à la marque. Vous avez la notion du capital marque, l'image de marque, la notoriété, la réputation et les valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire le capital marque? Le capital marque, c'est la valeur ajoutée par la marque. Selon Keller, le capital marque, c'est l'effet différentiel que la connaissance de la marque a sur les réponses des clients. La puissance d'une marque, elle repose sur ce qui réside dans les esprits des consommateurs. Comme vous le savez très bien, en marketing, la chose la plus importante n'est pas la réalité, mais la perception faite par les clients, par le consommateur. En ce qui concerne l'image de marque peut être définie comme un ensemble de représentations mentales, personnelles, subjectives, stables, sélectives et simplificatrices sur une marque. Donc vous avez, c'est une représentation. Il s'agit de la partie perceptuelle. Lorsque un client est face à un nom de marque ou bien un sigle reflétant une marque, il fait des associations. Il a une représentation mentale. Et là, je vais pouvoir partager avec vous l'expérience qui a été faite aux États-Unis. Il y a eu une expérience qui a été faite pour comparer les deux grandes marques, Coca-Cola et Pepsi. Eh bien, on a donné aux clients un panel des gobelets avec des boissons gazeuses, Pepsi et Coca-Cola. Lorsqu'on a posé la question aux consommateurs sur leur préférence en ce qui concerne le produit, mais sans mettre le nom de la marque, eh bien, la majorité des clients, ils ont choisi le produit Pepsi. Une fois au niveau de l'expérience, on a mis le nom de marque sur le produit, Pepsi et Coca-Cola, eh bien, les clients, ils ont choisi le produit Coca-Cola. Donc, remarquez une chose, les caractéristiques fonctionnelles du produit, eh bien, ils ont permis au produit Pepsi d'être classé premier. Mais lorsqu'on a ajouté la marque Coca-Cola au produit, eh bien, les clients, ils ont préféré Coca-Cola. Il s'agit d'un imaginaire, d'une perception, d'une image de marque gardée par le client. Ensuite, vous avez cette notion de notoriété. Qu'est-ce que ça veut dire, la notoriété? La notoriété, elle mesure la présence à l'esprit d'un client. Il mesure la présence d'une marque
Bien sûr, c'est la capacité d'un client potentiel à reconnaître ou à se souvenir d'une marque. Eh bien, la notoriété, elle suppose l'existence d'un lien entre la marque et la catégorie du produit. En ce qui concerne la notoriété, vous avez trois types. Vous avez ce qu'on appelle le top of mind. Ensuite, vous avez la notoriété spontanée. Enfin, la notoriété assistée. Qu'est-ce que ça veut dire, le top of mind? Ou bien la notoriété spontanée de premier rang. Eh bien, il s'agit de pourcentage de personnes qui citent spontanément le nom de la marque en premier. Lorsqu'on va les interroger sur les marques qu'ils connaissent dans une catégorie de produits. On pose la question sur les boissons gazeuses. Eh bien, si la personne, il répond Coca-Cola, ça veut dire qu'il s'agit du top of mind. Ensuite, vous avez la notoriété spontanée. C'est le pourcentage de personnes qui vont citer la marque, d'accord, quel que soit l'ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va leur poser la question sur les boissons gazeuses. Eh bien, les clients, ils vont citer Coca-Cola, Pepsi, etc. Donc là, si Pepsi, elle est en deuxième position, mais elle est citée sans aide, ça veut dire qu'il s'agit d'une notoriété spontanée. Ou bien au niveau des marques de voitures, vous avez Renault, vous avez Citroën, vous avez les marques allemandes Volkswagen. Si la personne arrive à citer un certain nombre de marques sans aide, c'est-à-dire il n'est pas influencé, il vous donne spontanément des noms de marques, ça veut dire qu'il s'agit de notoriété spontanée. Il fait le lien entre le nom de marque et l'univers de référence, l'univers de consommation. Le client, il sait très très bien, lorsqu'il va vous dire la marque Volkswagen, il sait très très bien qu'il parle d'une marque de voiture. Et enfin, vous avez la notoriété assistée. Et là, vous avez le mot assister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le consommateur, il doit être assisté. Ça veut dire qu'on doit l'aider pour pouvoir citer la marque. Donc là, la notoriété assistée, il correspond à la simple conscience. Le client, il est conscient. Il peut faire un classement, mais vous devez tout d'abord lui donner le nom de marque. S'il ne connaît pas la marque Ferrari, il doit avoir d'abord le nom de marque Ferrari pour pouvoir classer la marque Ferrari dans un univers de consommation qui est la voiture. Ensuite, vous avez la réputation. La réputation n'est pas la notoriété, la réputation n'est pas la marque. La réputation de la marque, elle est aujourd'hui de plus en plus importante. Il se définit comme la voix du marché, c'est-à-dire l'opinion attribuée. Et là, vous avez des marques qui ont une très très bonne réputation. S'il y a un problème au niveau de la réputation, ça peut affecter négativement les ventes de l'entreprise. Et là, vous avez l'exemple de Volkswagen. Lorsqu'il y a eu un problème au niveau des voitures commercialisées avec normes environnementales non respectées, et là, il y a eu une baisse, une chute du chiffre d'affaires parce que la réputation de la marque, elle a été affectée. Enfin, vous avez la notion de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire, les valeurs? Eh bien, les valeurs, ils représentent les croyances et les approches fondamentales dans les comportements des individus. Les valeurs correspondent à des croyances générales à propos des buts fondamentaux, des modes de comportement personnels et socialement désirables. Lorsqu'on parle de valeurs, et là, un certain nombre d'entreprises vont chercher à travers la communication, surtout la communication corporate, on va la voir par la suite, de véhiculer, de partager des éléments relevant de leurs valeurs. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui cherchent à avoir une image sur le marché, une image d'entreprise citoyenne. Ça veut dire quoi? C'est une entreprise qui se soucie
de son environnement, de la société, etc. Eh bien, ce sont des valeurs. Et l'entreprise, il veut véhiculer ces valeurs sur le marché pour avoir une image positive dans l'esprit du client et du consommateur. Après avoir fait la distinction entre la notion de la marque et bien sûr les concepts voisins, on doit se poser la question sur les fonctions de la marque. Quelles sont ces fonctions? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, on doit choisir un positionnement. Les fonctions de la marque ne sont pas les mêmes. Si on choisit un positionnement par rapport au consommateur ou bien si on choisit un positionnement par rapport à l'entreprise. Du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit analyser les fonctions de la marque pour le consommateur, ensuite pour l'entreprise. Eh bien, les fonctions de la marque pour le consommateur sont de l'ordre de 3. Vous avez la fonction transactionnelle, la fonction relationnelle et la fonction aspirationnelle. La fonction transactionnelle d'une marque permet au consommateur de reconnaître le produit, de distinguer le produit par rapport aux concurrents et d'évaluer la qualité du produit. Vous avez une marque sur un produit, eh bien, le consommateur, grâce à cette marque, il peut reconnaître le produit. Vous savez, la marque Omo, il s'agit d'un détergent, d'accord? Distinguer le produit par rapport aux autres produits concurrents. Ensuite, évaluer la qualité. Parce que le client il a une expérience ou bien des informations concernant cette marque. Deuxième fonction, une fonction relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire cette fonction relationnelle? Cette fonction, il permet de réduire le stress et l'angoisse devant les achats impliquant le produit. Eh bien, la marque, il permet de réduire ce stress. Quand est-ce que? Lorsqu'il s'agit d'un achat qui implique le risque pour la santé. Je veux acheter un produit alimentaire. Eh bien, le nom de marque constitue pour moi une garantie. Une garantie qui va permettre de réduire le stress. Je sais par exemple que les produits Jaouda, ils sont de bonne qualité, donc le risque alimentaire il est minime. Ensuite, vous avez le fait de réduire le risque ou bien le stress qui peut naître à cause du risque pour le porte-monnaie. Je sais très bien qu'il s'agit d'un produit bon marché, il n'est pas très cher. Il y a également un stress qui peut naître à cause du risque pour l'image de soi. J'appartiens à une classe socio-professionnelle, donc je dois acheter des marques, telle ou telle marque. D'accord? Vous savez, les directeurs qui choisissent de prendre des stylos Montblanc. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une image. Ils veulent véhiculer une image. Tout doit être signé. Ensuite, ou bien, enfin, vous avez la fonction aspirationnelle. Eh bien, une nouvelle marque, il doit toujours être synonyme de surprise. Bien sûr, une surprise positive et non pas négative. En ce qui concerne les fonctions de la marque pour les entreprises, vous avez tout d'abord le positionnement. Une marque permet à l'entreprise de réussir son objectif en termes de positionnement. Et là, il s'agit des fonctions fondamentales d'une marque. Une marque, il doit permettre à l'entreprise d'atteindre son objectif de positionnement. Ensuite, vous avez des objectifs intermédiaires. Une marque, il permet à l'entreprise d'atteindre une autorité, surtout de fidéliser les clients s'ils font une expérience
positive avec un produit, ils vont pouvoir le racheter et donc il y aura une relation, la naissance d'une relation durable avec cette marque. On va pouvoir fidéliser le client. Il y a des objectifs finaux, des objectifs en termes de part de marché et en termes de contribution financière. Qui dit part de marché, ça veut dire chiffre d'affaires. La marque, il permet de mieux vendre et donc la capacité de réaliser un chiffre d'affaires. En ce qui concerne les marques, vous pouvez faire la distinction entre deux grandes catégories de marques. Vous avez ce qu'on appelle les marques producteurs. Ils désignent le créateur du produit. Vous avez l'exemple Coca-Cola, Renault, Omo, etc. Et vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les marques de distributeurs. Ce sont des marques créées et détenues par les distributeurs. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire vos achats au niveau d'une grande surface, par exemple Carrefour, vous avez des produits qui portent le nom de Carrefour. Il s'agit de marques de distributeurs et non pas de créateurs ou de producteurs. En ce qui concerne les marques fabricants ou bien les marques producteurs, vous avez 5 types de marques. Vous avez la marque produit, c'est-à-dire une marque qui concerne un produit. Vous avez par exemple la marque Ariel. Et là, vous avez l'entreprise Procter & Gamble ayant des marques produits. Vous avez produit Ariel, vous avez produit par exemple Head & Shoulders pour les shampoings. Chaque produit, il porte un nom de marque. Vous avez ensuite ce qu'on appelle la marque gamme. Vous avez l'exemple de L'Oréal. L'Oréal, vous avez la marque Elseve. Elseve, elle est dédiée aux soins de cheveux et au shampoing. Vous avez encore la marque Ambrelle. Ça veut dire on utilise la marque pour un ensemble de produits. Prenez l'exemple de Samsung. D'accord, Samsung, on va l'utiliser. On utilise la marque Samsung soit pour les téléphones, les smartphones, pour les téléviseurs, etc. Vous avez la marque Caution. La marque Caution, vous avez l'exemple de Danone. Vous avez Danone, Danette, Danino, etc. Et vous avez la notion d'une marque globale. Et là, je vais vous citer la marque Coca-Cola, qui est une marque globale. Ensuite, en ce qui concerne les marques de distributeurs, vous avez 3 types. Vous avez la contre-marque. La contre-marque, et là, je vais vous citer l'exemple de Denoa. Lorsque vous partez à Marjan pour acheter des produits électroménagers, vous avez la marque Denoa. Eh bien, la marque Denoa, c'est une marque de distributeur qui est Marjan, utilisée pour les produits électroménagers. Vous avez les produits génériques, c'est-à-dire les produits économiques. Au niveau des produits économiques, vous avez des produits, ce qu'on appelle des produits blancs. Il n'y a pas de nom de marque, mais vous avez premier prix, produits économiques. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les marques drapeaux ou bien la marque enseigne. Je l'ai cité tout à l'heure à travers la marque Carrefour. Vous avez la confiture Carrefour, vous avez les biscuits Carrefour, etc. Il s'agit d'une marque drapeau ou bien une marque enseigne. Au niveau toujours du produit, il est nécessaire et indispensable de faire la distinction entre 2 notions. La notion de la gamme et la notion de la ligne. Qu'est-ce que ça veut dire la gamme? La gamme de produits, il désigne l'ensemble des produits proposés par une entreprise destinée à satisfaire un besoin générique. La ligne est un ensemble cohérent de produits situés dans le même univers de consommation, bénéficiant d'une communication homogène et portant la même marque. Eh bien, une gamme, il peut être constitué de plusieurs lignes. Lorsque vous êtes devant la notion de la gamme,
Eh bien, vous avez des dimensions. On parle de la largeur de la gamme. Il s'agit de nombre de produits réellement différents. Vous avez longueur de la gamme, ou bien l'étendue de la gamme, c'est l'ensemble de produits de toutes les lignes. Profondeur de la gamme, le nombre de produits répondant à des besoins similaires. Et là, je mets à votre disposition l'exemple de L'Oréal. Comme vous pouvez le constater, vous avez 3 gammes. Gamme soins, gamme maquillage, gamme shampoing. Au niveau des lignes, si on prend l'exemple des soins, vous avez combien de lignes? Vous avez 4 lignes. Vous avez des soins de jour, de nuit, des soins d'hydratation, les démaquillants, etc. Donc, remarquez, au niveau des gammes, il y en a 3. Au niveau de chaque gamme, vous avez plusieurs lignes. Au niveau des soins, 4. Au niveau du maquillage, vous avez 5. Au niveau des shampoings, vous avez également 5. Pour construire une gamme, eh bien, l'entreprise a la possibilité de choisir entre 2 options. Soit on joue sur la largeur. Lorsqu'on joue sur la largeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va multiplier le nombre de gammes. Et à ce moment-là, il s'agit d'une stratégie de généraliste. Ou bien, on va jouer sur la profondeur. D'accord? Et à ce moment-là, on sera dans une position de spécialiste. Eh bien, il y a des avantages et des inconvénients en ce qui concerne la longueur de la gamme. Si on veut être généraliste, ça veut dire que l'entreprise va pouvoir répartir ses risques. Comme on le dit, on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il va avoir plusieurs gammes. Il y aura une meilleure visibilité de la marque. Il y aura une meilleure réponse aux attentes des consommateurs. Mais il y a des inconvénients. Des inconvénients relatifs au coût de gestion. Si on multiplie les gammes, ça veut dire qu'il y aura des coûts de gestion. On ne va pas pouvoir réaliser d'économies d'échelle parce que les économies d'échelle, on va les réaliser si la production par rapport à un seul produit, elle est très importante. Il y a également un risque de cannibalisation entre les produits. Si on choisit une marque produit et on choisit d'élargir la gamme, il se peut qu'il y ait une cannibalisation entre les produits parce que pour le consommateur, il s'agit de produits concurrents, alors qu'en réalité, il s'agit de la même entreprise. Les principales orientations de la gamme, vous avez soit le développement, extension de la gamme, vers le haut ou bien vers le bas. L'adaptation, c'est le remplacement de produits, la modernisation des produits, ou bien la réduction, abandon d'un certain nombre de produits, surtout s'ils ne sont pas rentables. Après avoir vu ensemble tous ces éléments qui permettent d'identifier le produit, qui permettent de connaître le produit, de comprendre la position de l'entreprise en ce qui concerne la gestion de la gamme et de la ligne, on doit faire appel au cycle de vie du produit. C'est un concept très important en marketing. Le produit, il est assimilé à un être humain avec un cycle biologique. Ça veut dire que le produit naît, il vit, il meurt. Lorsqu'on parle de cycle de vie d'un produit, eh bien, on va pouvoir analyser les grandes étapes de sa vie à partir de la conception jusqu'à la décision de le retirer du marché. On matérialise généralement le cycle de vie d'un produit par une courbe appelée courbe de vie. Là, vous avez une courbe de vie du produit. Vous avez 3 grandes phases. La phase du lancement, pénétration, maturité et déclin.
niveau de la phase de lancement, eh bien, l'entreprise, il va lancer un nouveau produit, il va investir énormément en ce qui concerne les dépenses marketing. Vous pouvez remarquer, les ventes, ils sont très limitées. Étant donné que les dépenses dépassent largement les ventes, eh bien, le profit, la rentabilité, elle est négative. D'accord? C'est la phase de démarrage. Ensuite, vous avez la deuxième phase, la phase de pénétration. Au niveau de la phase de pénétration, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les ventes réalisées sont plus importantes. Les dépenses marketing, ils sont très importantes, mais quand même, étant donné que les ventes, ils sont supérieures aux dépenses marketing, on réalise un profit ou bien une rentabilité positive. La même chose au niveau de la maturité. La maturité est là, on va atteindre le maximum de ventes qu'on puisse faire sur le marché. Vous avez les dépenses marketing, ils sont très très faibles, et là, on réalise le maximum de rentabilité. Enfin, vous avez le déclin. Le déclin, vous avez les ventes qui commencent à chuter. Bien sûr, les dépenses marketing, ils sont très faibles. Étant donné que les ventes baissent, eh bien, le profit va suivre. Il va baisser, il va se réduire. Remarquez, au niveau de ce cycle de vie du produit, nous avons 4 phases. Lancement, pénétration, maturité et déclin. En bas, vous avez, entre parenthèses, dilemme, star, vache à lait, poids mort. Et là, c'est en relation avec la matrice BCG que vous connaissez très très bien. Donc, dilemme, lorsque le produit il est dans la phase de lancement. Star, étoile, phase de pénétration où la croissance il atteint le maximum. Maturité, on appelle ce type de produit vache à lait. Pourquoi vache à lait? Parce que c'est au niveau de cette phase que l'entreprise réalise le maximum de rentabilité. Ensuite, vous avez poids mort. Avec ce schéma, c'est en général la représentation qu'on peut retenir pour un cycle de vie de produits. Mais on peut également trouver d'autres cycles de vie atypiques. Vous avez le cycle de vie échec. Vous avez juste après le démarrage, chute libre des ventes. Il s'agit d'un cas d'échec. Vous avez l'exemple du BlackBerry Q10. Q10, juste après son lancement, il y a eu un échec flagrant. Et cet échec, il a impliqué la fermeture même de l'entreprise RIM. Ensuite, vous avez l'apprentissage lent. Ça veut dire que pour pouvoir rendre le produit performant, ça demande du temps. Là, vous avez l'exemple du lave-vaisselle. Ça a pris énormément de temps pour que ce soit au top et que ce produit arrive à satisfaire les attentes clients. Vous avez également l'effet de mode. Je vais vous citer l'exemple de la trottinette. Après la phase de maturité, il y a eu un déclin, mais par la suite, il y a eu quand même une relance des ventes parce qu'il y a un effet de mode, un retour à la trottinette. Ensuite, vous avez le feu de paille. Généralement, ce sont les jeux électroniques. Les jeux électroniques, il s'agit également des gadgets. Vous avez les jeux pour enfants comme Pokémon. Donc là, vous avez, après la maturité, chute libre. Parmi les exemples atypiques, vous avez le feu de paille avec marché résiduel. Je peux vous citer l'exemple du Monopoly, un jeu très très ancien, mais il y a toujours un marché résiduel. Vous avez toujours des clients qui demandent le jeu Monopoly. Enfin, vous avez l'introduction manquée. C'était le cas
des PC. Au départ, un PC, il était trop grand. Les PC, ils étaient produits par la marque IBM. Et donc, pour pouvoir les utiliser à domicile, c'était pas évident. On a mis en place des PC avec un langage trop compliqué, à savoir MS-DOS. Ça a pris, il y a eu une introduction assez manquée du produit. En ce qui concerne les stratégies marketing, eh bien, les stratégies marketing, ils évoluent en fonction de la phase du cycle de vie dans laquelle se trouve le produit. Car chacune des phases comporte des caractéristiques spécifiques. Il y a des coûts à supporter, il y a des objectifs marketing, etc. Mais on peut retenir les 3 principales stratégies en ce qui concerne les produits, à savoir lancement de nouveaux produits, renouvellement de la gamme, extension de la gamme. La stratégie basée sur le lancement de nouveaux produits, c'est une stratégie d'innovation. Il cherche à développer des produits destinés à des parties du marché jusqu'alors délaissées par l'entreprise ou bien par ses concurrents. Eh bien là, l'entreprise s'assure une certaine avance par rapport à ses concurrents. Il va s'installer sur ce marché avec un nouveau produit et donc il va pouvoir être la première à le faire. Il va être leader. Deuxième stratégie est la stratégie extension de la gamme. Il s'agit d'introduire une nouvelle variante dans la même catégorie de produits, de donner une personnalité au produit grâce à une caractéristique spécifique, soit technologique, soit un service après-vente. L'essentiel, c'est de pouvoir donner plus de choix au client final. Renouvellement de la gamme, il s'agit de l'introduction d'un nouveau produit, l'amélioration des produits actuels ou bien l'abandon de certains produits. Au niveau de ce chapitre dédié au premier P, au produit, eh bien, on doit retenir une chose importante. Le produit est le cœur de l'offre. On ne peut pas parler de marketing opérationnel sans produit. Ce qu'on peut faire, choisir une politique prix, faire une communication si le produit n'existe pas. La réponse est non. Le produit, il est le cœur du marketing opérationnel. C'est autour de ce produit qu'on va choisir un prix, choisir une distribution et une communication. L'entreprise, il doit le faire évoluer. Il doit l'adapter tout au long de son cycle de vie, de façon à atteindre son objectif de positionnement sur le marché. Il doit s'adapter tout au long de sa durée de vie. Le produit, il doit réussir le positionnement recherché par l'entreprise. Et enfin, on peut dire que dans un univers concurrentiel rude, avec des consommateurs exigeants, l'innovation est devenue, dans un nombre trop important de secteurs d'activité, un facteur clé de succès.